Et notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Lot, secrétaire général des Républicains. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On commence par François Fillon. François Fillon condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes et une peine d'inéligibilité de 10 ans pour détournement de fonds publics. Que pensez-vous de ce jugement, Aurélien Pradier ? Je ne commande pas les décisions de justice, je tâche de ne jamais le faire et je ne le ferai pas sur cette situation-là. Je pense qu'il faut tourner la page. Pour François Fillon, pour les Français, pour notre famille politique, il est temps de tourner la page. La décision de justice a été rendue, je crois qu'un appel a été demandé. Mais pas de commentaire. Hier, Bruno Retailleau, qui était sur notre plateau, disait que c'est une peine extrêmement sévère. C'est votre avis ? Mais je n'ai pas à commenter une décision de justice. Vraiment, c'est une discipline à laquelle je me tiens, à la fois pour mes amis politiques, tout comme mes ennemis politiques, et pour n'importe quel concitoyen. Je pense simplement qu'il est temps de tourner la page, y compris pour François Fillon lui-même. Alors, vous ne commentez pas, mais les avocats de François Fillon avaient demandé la réouverture des débats après les révélations d'Éliane Houlette, du parquet national financier, qui avait parlé de pression à son encontre. Ça, vous pouvez commenter ça ou pas ? Il y a 2 sujets différents. Il y a la question de l'affaire François Fillon. Elle a été placée devant la justice a rendu sa décision, et je n'ai pas, en respect de la séparation des pouvoirs, à le commenter. L'autre question qui se pose depuis plusieurs semaines et plusieurs mois dans notre pays, c'est l'indépendance de la justice. C'est la manière dont nos magistrats, ceux qui sont censés faire respecter la loi et sanctionner lorsqu'elle n'est pas respectée, le font ou ne le font pas en toute indépendance. L'indépendance de la justice ou des parquets ? Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Mais le sujet est global, vous le voyez bien. Il va largement au-delà des parquets. D'ailleurs, je pense que lorsqu'on s'arc-boute sur la question de l'indépendance des parquets, c'est pour éviter de traiter la question de l'institution judiciaire dans son ensemble. Pour vous, il n'y a pas d'indépendance de la justice en France ? Non, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur l'indépendance de la justice. Et je vais vous dire même plus, je pense qu'on a un vrai sujet sur la caste de la justice. Ce qui tue la démocratie, ce sont les effets de caste. C'est vrai en politique, c'est vrai dans la justice, c'est vrai en économie, c'est vrai dans tous les domaines d'organisation de notre société. Et je ne suis pas certain aujourd'hui que la justice de notre pays ne soit pas organisée comme une caste. Et ça prend quelle forme, cet effet de caste au sein de la justice ? Vous pourriez juste nous donner 2-3 précisions. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour... Comme ça peut être le cas en politique. C'est l'effet d'entre-soi, l'effet d'impunité, le sentiment qu'on ne rende compte à personne, le sentiment qu'on est au-dessus de toute chose, au-dessus du peuple. Ça arrive aussi en politique, ça peut aussi parfaitement arriver avec les magistrats. Et donc je pense qu'on a un vrai travail à faire sur le renouvellement du personnel de la magistrature, sur leur formation sûrement, et aussi sur la manière dont le politique cesse d'intervenir dans les affaires de justice. La création du parquet national financier en a été la démonstration. C'était un outil politique, on en a aujourd'hui quasiment la conviction. Éric Ciotti dépose une proposition de loi justement pour supprimer ce parquet national financier. Vous êtes d'accord, il faut le supprimer ? Il a sûrement raison, il faut le supprimer, mais ça ne suffira pas à reposer les bases de la justice dans notre pays. Enfin, écoutez, je pourrais ne pas vous dire tout ce que je vous dis là, mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas seulement les politiques qui ont une défiance à l'égard de la justice, il y a aussi nos concitoyens. Moi, tous les jours, je rencontre des Françaises et des Français qui ne croient plus en leur justice. Alors, on peut considérer que ces Français-là n'ont rien compris à la justice, que ce sont des citoyens qu'on ne doit pas écouter. Sauf que dans une nation, dans une démocratie comme la nôtre, quand il y a une telle rupture entre la justice, les citoyens et ceux qui représentent les citoyens, c'est qu'il y a un véritable problème. Donc vous, clairement, aujourd'hui, vous ne faites plus confiance à la justice ? Si, je fais confiance à la justice de mon pays, sans ça, je ne serais pas député de la nation. Je dis simplement que faire confiance, c'est aussi être exigeant. Et je pourrais ne pas tenir le discours un peu dur que je tiens à l'instant. Si je ne le faisais pas, je ne serais pas à la hauteur de mes responsabilités. On va passer à l'autre actualité. L'autre actualité, c'est cette mobilisation des soignants. Aujourd'hui, mobilisation de l'hôpital à quelques jours de la fin du Ségur de la santé. Olivier Véran, qui a déjà mis 6 milliards sur la table, qui a dit hier qu'il proposait une rallonge de 300 millions d'euros pour les médecins. Est-ce que vous dites que le gouvernement fait ce qu'il faut ? Je pense que tout ça, c'est du bricolage. Alors oui, 6 milliards 3, c'est pas assez ? Mais 6 milliards, c'est beaucoup, mais on peut avoir ce débat éternellement. C'est évidemment pas suffisant si on veut refonder totalement notre système de santé. Il faut placer la barre à 7 milliards, Sud 14 milliards, vous la mettez où la barre Je ne suis ni FO ni Sud, et donc je ne placerai pas la barre. C'est quoi les bons moyens pour l'hôpital aujourd'hui ? C'est pas seulement les moyens, c'est qu'est-ce que l'on veut faire de l'hôpital public et de l'hôpital privé demain ? Comment est-ce qu'on revoit la totalité des salaires de celles et ceux qui travaillent dans l'hôpital ? Comment on les refonde profondément, pas seulement un grand coup de prime qui sont éphémères. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'aujourd'hui, dans nos hôpitaux de proximité, on puisse avoir des soins qui ont disparu depuis plusieurs mois et plusieurs années ? Si la question était seulement une question financière, on aurait pu la régler déjà depuis plusieurs mois. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra des moyens considérables et que même 6 milliards, ça ne suffit pas si on veut refonder tout l'outil. Mais il faut avoir le courage d'aller plus loin. C'est aussi une réorganisation totale, une refondation du système. Évidemment. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué que d'aligner des milliards. Prétendument, parce que j'ai toujours pas compris, pour les 6 milliards qui ont été annoncés, sur combien d'années ils allaient être débloqués. On n'a toujours pas cette explication. 6 milliards sur un an et 6 milliards sur 10 ans, c'est pas tout à fait la même histoire.
L'autre actualité, c'est Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, qui est devant les députés cet après-midi, devant la commission parlementaire chargée de faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire. Qu'est-ce que vous attendez de l'audition d'Agnès Buzyn ? De comprendre, pas d'accuser, mais de comprendre ce qui a pu se passer. D'abord, il était temps. La situation d'Agnès Buzyn, à mon sens, est un des exemples d'un des plus grands naufrages politiques depuis plusieurs années. Je vous rappelle qu'elle était quasi une madone en Macronie il y a encore quelques mois. Vous voyez où elle a atterri politiquement aujourd'hui. Et je pense que ce que nous avons du mal les uns et les autres à lui pardonner ou à lui excuser, c'est le fait qu'elle ait refusé d'assumer ses responsabilités une fois qu'elle avait quitté le navire. Parce qu'elle a quand même quitté le navire. Elle est quand même partie mener une campagne désastreuse à Paris pour s'épargner d'abord à gérer une crise sanitaire aussi lourde que celle que nous avons pu connaître. Donc j'attends des explications, y compris sur la question des masques et surtout sur les alertes qu'elle a prétendument lancées et qui n'auraient pas été entendues. J'espère qu'on aura ces détails-là aujourd'hui. Vous pensez vraiment qu'elle a fait acte de candidature à Paris pour s'épargner d'avoir à gérer la crise, ou on l'a peut-être poussé un peu à partir aussi, non ? Écoutez, quand on est responsable politique, quand on est ministre de la Santé, on n'est jamais poussé. Et si on est trop poussé, on se retient. Lorsqu'on est ministre de la Santé, qu'on lance des alertes, qu'on a, comme elle prétend le dire, conscience de la situation extrêmement grave qui attend le pays, on ne se barre pas. Désolé de le dire comme je le pense. Mais on ne part pas faire une campagne électorale si on est convaincu que la santé de nos concitoyens, qu'il y a une crise sanitaire lourde à laquelle il faudra faire face. Ça s'appelle le sens des responsabilités. Donc elle a une responsabilité dans la gestion de cette crise pour vous ? Elle a une responsabilité politique. Pour le reste, c'est à la commission d'enquête de le dire. Moi, je juge en politique, ou plutôt, je donne un avis politique. Et mon avis politique, c'est qu'elle n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. Vous disiez que vous aviez la volonté de comprendre ce qui s'est passé. Sur quel point particulier aujourd'hui pour vous reste à éclaircir ? Celui des alertes. Agnès Buzyn prétend qu'elle a alerté le président de la République, le Premier ministre, très tôt. Qu'est-ce qui fait que ces alertes-là n'ont pas été entendues ? Qu'est-ce qui fait qu'il a fallu plusieurs mois avant que de véritables décisions sanitaires soient prises ? C'est ça qui m'interroge. Tout ce qui a provoqué du retard à l'allumage dans la gestion de cette crise. Bien sûr, mais ça ne m'intéresse pas seulement pour pointer tel ou tel responsable politique. Je redis que s'il faut les pointer, nous les pointerons. Parce que la politique, c'est assumer ses responsabilités. Quand on commet une faute aussi grave, en politique, on doit assumer et en payer les conséquences. Mais c'est aussi pour comprendre comment, dans une machinerie d'État comme la France peut l'avoir, on lance une alerte, une ministre de la Santé lance une alerte et ça ne réagit pas. Ça, c'est absolument stupéfiant et extrêmement préoccupant. Emmanuel Macron a réuni hier les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. Il a fait un discours, il a annoncé un calendrier, il a annoncé un cap sur cette écologie. Est-ce que vous avez senti un tournant écologique chez le président hier ? Moi, les tournants chez Emmanuel Macron, vous savez, je les sens assez peu. Ils sont tellement répétés que j'ai un peu de mal à y croire. Mais il y a deux sujets qui m'interrogent. D'abord, celui de la Convention citoyenne. Je pense qu'Emmanuel Macron s'amuse avec la Convention citoyenne. Et je le dis là aussi comme je le pense, pour lui c'est un gadget, c'est un joujou politique. C'est quand même invraisemblable qu'il se présente devant la Convention citoyenne le lendemain des élections municipales. Enfin, écoutez, la ficelle est quand même un peu grosse. Pour autant, de la com, de la stratégie politique. Oui, pour Emmanuel Macron, c'est d'un cynisme consommé. En revanche, je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit regarder cette Convention citoyenne. Pas pour la calquer, parce que moi je crois en la démocratie représentative. Je pense que des élus, la nation, qui sommes d'abord des citoyens, nous avons un rôle d'intermédiation, d'intermédiaire à faire dans l'expression de la démocratie et de l'intérêt général. Mais pour autant, nous sommes à un moment où nos concitoyens ont besoin de mieux être impliqués dans la vie de leur démocratie. C'est ce qui se passe dans beaucoup de villes de droite d'ailleurs. Beaucoup de maires de droite ont mis en place des outils qu'on appelle de démocratie participative. Et je ne fais pas partie de ceux qui balayent d'un revers de la main cet outil-là. Je pense qu'il faut que nous y travaillions et je pense que les Républicains, la droite républicaine, doit faire des propositions pour rénover nos institutions sur cette grande base stable qui est celle de la Ve République. Juste sur la méthode, vous approuvez cette méthode. Hier, Bruno Retailleau disait le tirage au sort, c'est la régression de la démocratie. Oui, il a raison. Il a raison. Moi, je trouve que cet outil-là, que je ne veux pas accabler parce qu'il y a des citoyens qui ont consacré du temps, et j'ai toujours du respect pour ceux qui s'engagent dans la vie publique, quel que soit leur niveau de responsabilité. Je ne pense pas que le tirage au sort soit la bonne solution. C'est absurde. D'autant que je le dis, le principe républicain et démocratique, c'est celui qui permet aussi d'être représenté. Moi, vous savez, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de grandes écoles, je suis pas un expert, et pour autant, je représente mes concitoyens. Et donc, je pense que cette mission-là de représentation, elle est noble et qu'elle fait du bien à notre démocratie. Et donc je tiens
à cette démocratie représentative. Pour autant, il faut trouver aujourd'hui des outils de notre temps qui permettent, dans le respect de la Ve République à laquelle nous sommes extrêmement attachés, aux citoyens de mieux s'exprimer. De quelle manière, j'en sais rien. Moi, je suis assez favorable à cette idée selon laquelle les citoyens puissent directement interpeller les parlementaires pour que des débats s'ouvrent au Parlement. Je pense que c'est au Parlement que ces débats doivent se faire. Mais Mais pas de dispositions... légitimité de ces 150 citoyens. Non, mais ils n'ont pas de légitimité si ce n'est le tirage au sort. Chacun peut comprendre que le tirage au sort, ce n'est pas une légitimité. Mais vous parlez de gadgets, ça peut aussi être un outil parfaitement complémentaire de la démocratie représentative. Je ne suis pas sûr que l'outil tel qu'il est imaginé là soit le bon. D'abord parce qu'il ne peut pas durer dans le temps. Puis vous savez, on a beaucoup imaginé ces outils-là. Le Conseil économique et social et environnemental, que je ne veux pas accabler, mais enfin bon, on avait imaginé... Qui va être réformé, c'est ce qu'a annoncé le président de la République hier. Parce qu'il veut faire d'autres conventions citoyennes sur d'autres thèmes. Eh bien, Donc ça, c'est une mauvaise idée pour vous. Non, mais je pense qu'en fait, la réalité, c'est la démocratie parlementaire. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui que des députés, des sénateurs peuvent vraiment intervenir dans la marge de notre pays? La réalité, c'est que depuis plusieurs années, Emmanuel Macron s'assoit sur la démocratie parlementaire. Il nous faut nous battre avec une force considérable pour réussir à nous faire entendre, nous les représentants de la nation ou des territoires ici au Sénat. C'est là qu'il faut agir. Si Emmanuel Macron a vraiment du courage, et le courage d'installer des contre-pouvoirs, ou plutôt des pouvoirs complémentaires aux siens, c'est avec les parlementaires qu'il faut qu'il le fasse. Donc pas avec des citoyens tirés au sort. Emmanuel Macron dans cette rupture entre les Français et leurs élus? Mais Emmanuel Macron, il fait partie du système, enfin pardon d'utiliser cette expression malheureuse, mais il n'a aucune volonté de réformer Emmanuel Macron. C'est un pur produit de l'intelligentsia de ce pays. Et donc Emmanuel Macron, il n'a aucune volonté réformatrice. C'est un mime. Il fait semblant d'être courageux, il fait semblant d'être réformateur, sauf que le semblant, maintenant, ça ne fonctionne plus. Sur le fond des propositions, il a retenu 146 des propositions, il en a rejeté 3, dont le débat, l'abaissement de la vitesse à 110 km/h sur les autoroutes. Il a eu raison de reporter ce débat pour vous? Il ne faut pas le reporter, il faut arrêter avec ce débat sur les 110 km/h. Pour deux raisons. La première, c'est que, et d'ailleurs c'est l'effet de ces conventions citoyennes. J'écoutais hier une des animatrices qui disait, vous savez, lorsque les citoyens sont rentrés dans cette convention citoyenne, ils n'étaient pas d'accord avec les 110 km/h. Et puis à la fin, ils ont été d'accord. Je pense que le rôle des experts n'a pas été inutile pour les rendre d'accord avec ces 110 km/h. C'est une bêtise. Et c'est une bêtise parce que ça révèle bien cette vision punitive de l'écologie à laquelle je ne crois pas. Je suis profondément écologiste. Je crois profondément à la rénovation de notre modèle de consommation, de notre modèle économique, pour retrouver des grands équilibres, y compris avec notre milieu naturel. Mais je ne crois pas à l'écologie punitive, à l'écologie des nantis, à l'écologie des beaux quartiers. Et les 110 km/h, c'est l'archétype de cette écologie des beaux quartiers. Alors, le président de la République a également écarté une des propositions qui consistait à demander une taxation des dividendes à hauteur de 4%. Là, il a bien fait ou... Alors, je ne veux pas apparaître plus communiste que j'ai tendance à l'être de temps en temps. C'est une plaisanterie, évidemment, pour mes amis qui m'écoutent. Nous avons dans notre pays un vrai sujet sur l'égalité fiscale. On ne peut pas le contester. Aujourd'hui, il y a une non-adhésion à la fiscalité dans notre pays. Est-ce que notre système fiscal fait le bon équilibre entre ceux qui créent de la valeur, ceux qui bossent, qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui paient des impôts, et ceux qui utilisent une économie fictive, une économie de spéculation? Eh bien, je ne crois pas. Je pense qu'on a un travail à faire sur cette économie de spéculation. Et donc je pense que tout ce qui relève des grands flux financiers, qui aujourd'hui n'apportent pas à notre économie ce que le capitalisme historique a pu apporter il y a quelques décennies, nous devons regarder comment leur demander un effort supplémentaire. Donc vous auriez pris la taxation des dividendes à 4%? Non, pas de cette manière-là, parce que je pense que ce n'est pas opérationnel, que ça ne fonctionne pas. En revanche, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion. Mais vous savez, ce n'est pas nouveau à droite. Il y a quelques années, quand Nicolas Sarkozy a poussé la création du RSA, le premier RSA a été financé avec une taxation particulière sur certains mouvements financiers de l'époque. C'est pas nouveau. C'est l'idée que la droite républicaine s'est toujours faite de l'économie. Oui, l'économie est là pour faire grandir les hommes, mais il faut que le politique soit capable d'orienter cette économie. Il n'y a pas de discours fou dans ce que je dis, il y a simplement une vision volontariste du politique et du respect du développement économique. Mais est-ce que clairement, là on est devant une crise économique, est-ce que clairement il faut faire contribuer plus fortement les plus riches? En l'occurrence, la question des flux financiers, de la spéculation, n'est pas forcément liée à celle des plus riches. Moi, par exemple, je ne crois pas à l'ISF, tel qu'il était conçu jusque-là, parce que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne mal. En revanche, je pense en effet qu'il faut que les plus hauts revenus aient une contribution juste. Ce qu'il faut, c'est retrouver de la justice dans notre pays. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'injustice qui nous pourrit collectivement. Et il faut retrouver ce chemin de la justice. Ça passe aussi par la recherche d'un meilleur modèle économique.
Moi, je fais partie de ceux qui, depuis des mois, c'est pas nouveau, je n'ai pas attendu les élections municipales pour le dire, je pense qu'il faut que nous réfléchissions à l'évolution de notre modèle économique. Pas pour revenir à une économie administrée, évidemment. On peut interroger l'économie sans pour autant devenir un affreux trotskiste. Je pense qu'il faut aujourd'hui que notre économie soit plus orientée vers le bien de celles et ceux qui vivent sur cette planète, plutôt que vers la pure spéculation. Pardon, Stéphane, les municipales ont... Allez, vas-y. Peut-être juste une dernière chose sur la Convention citoyenne. Le président a également annoncé l'injection de 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans, notamment à travers le plan de relance de l'économie. Est-ce que là, on est sur des montants suffisants, à votre avis, ou c'est aussi de l'ordre du gadget ? Non, c'est pas du tout du gadget, et le plan de relance économique, je serai le premier à le soutenir parce que c'est absolument vital aujourd'hui pour notre pays. Mais vous savez, sur cette question environnementale, moi je suis extrêmement frappé depuis dimanche. On dit tout et n'importe quoi. Je ne pense pas que les Français adhèrent désormais à une idéologie écologiste. Je pense que le vote qui s'est porté, qui n'est pas si massif que ça, mais qui s'est porté vers les écologistes, est un vote qui dit 2 choses. D'abord, une envie d'optimisme. Je pense qu'il faut aujourd'hui que les partis politiques dans ce pays incarnent un espoir, une transformation de la société, une transformation positive de la société. Je pense que c'est aussi une volonté de renouvellement de notre démocratie. Sauf que je pense que l'Europe Écologie Les Verts, le parti écologiste, n'est pas la bonne réponse. Mais nous devons être attentifs à cet appel que les Français nous ont lancé collectivement dimanche, en disant « nous voulons une nouvelle vision de la société ». Et il faut que nous y apportions une réponse. Je peux vous dire que la réponse de la droite républicaine ne sera pas la vision décroissante et punitive d'Europe Écologie Les Verts. Mais il faut que nous, à droite, nous est-ce que la droite peut apporter une emparions réponse ? C'est pas forcément le point fort de la droite, l'écologie. Eh bien, il faut que nous travaillions nos points faibles, pas seulement nos points forts. Il y a des sujets sur lesquels les Français nous font confiance. Questions régaliennes notamment, questions de sécurité. Je pense que les Français savent qu'ils peuvent faire confiance au sérieux, à la fermeté de la droite républicaine. Mais tous les autres sujets, les sujets sociaux, les sujets qui font la cohésion sociale, ce sont les sujets de demain. Et je le dis électoralement, la prochaine élection présidentielle, elle se jouera sur les sujets de cohésion sociale. Elle se jouera sur les sujets d'équité, de justice, notamment en matière économique. Elle se jouera sur les questions de transformation de la société. Il est temps, et je le dis avec un peu de naïveté peut-être, mais j'essaie d'en garder encore un peu, il est temps de retrouver un optimisme dans la vie politique. Il est temps que la politique puisse enfin, plutôt à nouveau, changer un peu la vie. Et ça fait longtemps que ça nous est parié. Et c'est là-dessus qu'il faut réorienter la ligne des Républicains pour vous ? Est-ce que ça pèche sur ces sujets de votre parti ? C'est le travail que nous avons engagé depuis plusieurs mois. Autour de Christian Jacob, nous revenons sur les sujets de fond. Moi, j'ai essayé de le faire à ma mesure, en travaillant sur la question des violences conjugales il y a quelques mois, en travaillant sur les questions d'alimentation depuis quelques semaines avec un de mes collègues, Julien Dive, et puis tant et tant d'autres sujets. Je pense qu'il faut que la droite redise qu'elle est là pour transformer la société et qu'elle a une obsession, c'est la justice. Vous venez de citer Christian Jacob, qui lui voit dans les municipales le moment où les Républicains viennent de renouer avec la victoire. Il était très content du premier tour, qui a été plutôt très bon pour votre parti, on peut le dire. Par contre, le deuxième tour est quand même très décevant. Non, très décevant, vous exagérez. Alors vous avez pris quoi ? Mulhouse, Colmar ? Vous avez gardé Toulouse ? On a pris Auxerre, on a pris Biarritz, on a pris Orléans, et je peux vous faire la liste parce qu'elle est assez longue. Non, la vérité, si je suis Comment c'est possible factuel, que vous ayez perdu Bordeaux ? Soyons factuels. Aujourd'hui, la droite détient près de la moitié de toutes les communes et villes de ce pays. Nous sommes majoritaires. Et c'est une bonne nouvelle parce que je vous rappelle, mais nous avons quand même passé... Et ça s'est fait essentiellement au premier tour. Oui, mais tant mieux. Quand on gagne au premier tour, c'est encore mieux que gagner au second tour. C'est qu'on est très fort. La vérité, c'est qu'on renoue effectivement avec un rythme de victoire. Il ne faut pas fanfaronner, mais on sort de plusieurs échecs cuisants. Les présidentielles, les législatives et les européennes. Donc là, il y a un déclic possible, le passage d'un seuil, c'est maintenant que ça se joue. Nous ne sommes pas morts. Et nous sommes solides. Là où Emmanuel Macron et tant d'autres avaient parié que nous allions mourir. La vérité, c'est que c'est la République en marche qui est en train d'agoniser, là où nous sommes solides. Il y a des situations dans lesquelles nous avons des déceptions. C'est vrai pour Bordeaux, vous le disiez. On a réussi à sauver Toulouse, et je salue Jean-Luc Modin qui a fait un travail remarquable avec son équipe. C'est une déception à Bordeaux. Vous pensez encore pouvoir sauver Marseille ? C'est une question qui se pose. Vous savez, il y a 3 tours et c'est la règle. Alors, qui sera le maire C'est une excellente question. Si vous le savez, je pense que vous pouvez l'annoncer. Qui t'a débranché Martine Vassal ? Débrancher, une expression malheureuse. C'est ça la solution ? Je pense que tout le monde discute. C'est une discussion difficile. Moi, je regrette que sur cette ville majeure de Marseille, Mais est-ce que vous pourriez présenter au 3e tour un autre candidat que Martine Vassal ? Je pense que tout est possible aujourd'hui et je laisse les responsables politiques marseillais Mais vous ne l'excluez pas. être à la hauteur. Il y avait la volonté de prendre la métropole de Lyon aussi en alliance avec la République en marche, le candidat officiel qui a été désinvesti, etc. Ça n'a pas marché non plus. Non, et c'est une leçon pour la suite. Il n'aurait pas fallu faire alliance du tout.
Non, mais vous savez, nous au niveau national, c'est pas nous qui avons commandé les alliances locales. Elles se sont faites lorsqu'elles devaient se Mais faire. elles n'ont pas super bien marché non plus. Regardez la Bordeaux dont on parlait tout à l'heure. C'est la leçon dont je voulais vous parler. Mais est-ce que la leçon, c'est pas qu'il y a une rupture entre les LR et l'électorat urbain ? Non, la leçon, elle est au-delà de ça. D'abord, la première des leçons, c'est que pas faire alliance. Si nous voulons que les Français nous respectent, il faut que nous nous respections nous-mêmes. Et se respecter soi-même, c'est dire qui nous sommes. Vous savez, moi, je suis député d'une terre de gauche. J'ai été élu par des électeurs de gauche, qui savent parfaitement que je suis un type de droite. Mais j'ai toujours été clair. Et je pense que le respect, il commence par là. Donc demain, il faut que nous soyons clairs, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de tourner autour du pot, de se demander si on est constructif, bienveillant ou si on ne l'est pas. Moi, j'ai une opposition de fond avec ce qu'est Emmanuel Macron et avec l'idée qu'il a de la société, et je ne vais pas me tortiller pour savoir si je dois être plus aimable ou plus désagréable. Je dis les choses, point barre. Et ça, je pense que c'est la leçon, celle de la clarté, c'est une leçon politique, qui d'ailleurs est une réponse à cette espèce de bouillie qu'Emmanuel Macron a voulu installer dans le pays. C'est d'ailleurs le principal échec d'Emmanuel Macron. Les Français lui ont dit « on ne veut pas de votre machin, on ne veut pas de votre truc qui est en même temps de droite et en même temps de gauche. On veut savoir où vous habitez ». Et c'est d'ailleurs une des grandes noblesses de la démocratie de savoir où on habite, y compris pour aller convaincre d'autres électeurs. Moi, je suis secrétaire général des Républicains. L'ambition des Républicains, c'est pas de parler seulement aux Républicains, c'est de parler aux Français. D'être capable demain de convaincre l'ensemble des Françaises et des Français. Mais commençons déjà... Quitte à rentrer au gouvernement pour le faire ? Sûrement pas. Enfin, pour ce qui me concerne, sûrement pas. Je ne rentrerai jamais dans un gouvernement. Mais vous avez des gens Macron. chez vous qui sont tentés ? Je n'en sais rien. En tous les cas, si c'est le cas, je les plains. Le journal du quand même, non ? Le journal du dimanche dit qu'Emmanuel Macron chercherait à convaincre Damien Abad, par exemple. Est-ce que Damien Abad au gouvernement, ça serait une bonne idée ? J'imagine pas que ce soit possible. Écoutez, il y a quand même une base fondamentale dans la vie politique qui est de pouvoir se regarder devant une glace lorsqu'on se lève le matin. C'est quand même pas mal. Et j'imagine que chacun y est attaché. D'abord, par question... si vous regardez le gouvernement actuel, il y a quand même pas mal de gens qui viennent des Républicains à la base. Oui, hein, donc, et qui visiblement... À commencer par le Premier ministre. Mais écoutez, chacun se fait l'idée qu'il veut de l'honneur en politique. C'est quand même une valeur qui peut compter encore. Donc je n'imagine pas que qui que ce soit passe ce cap-là. Et si quelqu'un ou quelques-uns le faisaient, je pense en plus que ce sont des dingues. Pardon de le dire, mais c'est pas au moment où le Titanic est en train de sombrer que l'on monte dessus. D'autant que sur le fond, nous avons une opposition franche avec l'idée qu'Emmanuel Macron se fait de la société. Et on ne renie pas ses convictions pour un gyrophare sur la voiture et un titre de ministre. Dernière question, Stéphane. La suite, les élections suivantes, il y a les sénatoriales à l'automne, les départementales, les régionales peut-être l'année prochaine, peut-être pas, on ne sait plus. Est-ce que c'est l'occasion ou c'est le moment où les Républicains vont montrer que non seulement ils ne sont pas morts, mais ils peuvent encore compter et se développer ? Oui, les sénatoriales sont une étape importante. Et ça s'annonce bien pour vous, là, en la matière. Oui, ça s'annonce bien, y compris parce que Gérard Larcher est un excellent président du Sénat et que le travail qu'il fait dans cette maison au Sénat est un travail de rassemblement qui fait du bien à la droite républicaine comme au Sénat d'ailleurs. Les départementales et les régionales, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais vous allez faire mieux que sauver les meubles ou garder vos positions ? Vous avez raison de dire que c'est encore tôt pour le dire. D'abord, on ne sait pas quelle sera la date. Je suis d'accord avec celles et ceux qui dénoncent aujourd'hui ce tripatouillage qui consiste à Emmanuel Macron à se lever un matin en disant finalement je vais décaler la date des élections. Alors, vous savez, tout ça n'est pas anodin. C'est symptomatique de la maladie de notre démocratie. En démocratie, il y a des rendez-vous électoraux, on les respecte. Et merci beaucoup. Merci Aurélien Pradier d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. Demain, votre place Patrick Caner, le président du groupe socialiste, ici au Sénat. On passe tout de suite au Club des Territoires.